Elle est fille de viticulteur et a été journaliste. À 36 ans, elle est désormais directrice de l'Institut de recherche sur les administrations et les politiques publiques, l'IFRAP. Et elle vient de publier un livre, On va dans le mur, qui propose d'ailleurs un véritable remède de cheval pour réformer la France et notamment son État. Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. Avant de passer à votre livre et à vos propositions, je voudrais un peu connaître votre sentiment et votre réaction. On vient d'apprendre la mort de 3 grands sportifs lors de l'enregistrement d'une émission de télé-réalité. Donc Florence Artaud, Camille Muffat, Alexis Vasseline. Oui, Qu'est-ce que... Évidemment, beaucoup de tristesse, d'autant plus que Florence Artaud a bercé mon enfance avec sa chanson avec Pierre Bachelet. Et voilà, donc c'est assez triste de penser à eux et d'imaginer que malheureusement, ils ne sont plus là. Et voilà. On va revenir à vos propositions pour réformer l'État. Le Point a fait de vous l'une des porte-paroles de la vraie droite, sous-entendu celle qui a des idées. Est-ce que vous endossez ce qualificatif ? Écoutez, je crois que je le dis dans le livre, hein, pour moi les réformes ne sont pas de droite ou de gauche. Il y a les conservateurs et puis il y a les réformateurs. Et ils sont dans un camp ou dans l'autre. Ensuite, la question, c'est d'arriver à ce que tous les réformateurs aient envie vraiment de faire bouger ce pays, de le réformer en profondeur, de façon structurelle. Là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, il y a des avancées. On voit qu'il y a aussi, finalement, certains qu'on pensait ne pas être vraiment réformateurs qui, tout d'un coup, nous disent « Ah bah oui, il faudrait un contrat unique, il faudrait revenir sur les 35 heures, il faudrait une fiscalité moins importante, etc. » Donc, on voit que ça progresse parce qu'on est quand même dans un corner par rapport à l'emploi et au chômage, hein, qu'on voit que, finalement, tout ce qui a été fait ces derniers temps n'a pas réussi à remettre en place une dynamique d'emploi marchand et de confiance de nos entrepreneurs, hein, qui est vraiment ce qu'il faut réussir à rétablir. Justement, on va aller dans le concret de vos propositions. Et toute une série de propositions, avant de concerner l'entreprise, concernent l'État, les administrations publiques. Et évidemment, l'enjeu est de savoir si c'est réalisable, faisable dans le contexte et dans l'histoire de notre pays. Par exemple, vous proposez un gel des fonctionnaires pendant 2 ans pour l'État et 5 ans pour les collectivités territoriales. Et je m'interrogeais, puisqu'on a vu au moment des attentats que la baisse du nombre de militaires pouvait poser des problèmes à la fois pour la sécurité de la France et pour les opérations extérieures. Comment vous faites concrètement quand vous dites il faut geler ça et qu'un pays est soumis à des événements extraordinaires ? Je vous ferai remarquer d'abord, et ça je pense que c'est très important que les Français le sachent, que c'est quand même le ministère de la Défense qui a fait le plus d'efforts en termes de personnel depuis des années. C'est-à-dire vous proposez qu'il en fasse encore plus, de fait. Oui, mais justement, je pense qu'il faut bien souligner les choses. C'est-à-dire que pendant que notre armée était vissée de manière très très importante sur le nombre d'agents, hein, parce qu'on a eu en gros des années avec 8000 suppressions de postes, hein, ces dernières années, hein, en moyenne par an, on était quand même dans des suppressions très très importantes par rapport au nombre de personnel, hein, puisque on est autour de 250 000 ou de 260 000 militaires en France, hein, personnel, il n'y a pas que des militaires, il y a des civils, etc. Et donc, derrière, que s'est-il passé ? On a embauché massivement dans les personnels qui s'occupent du tourisme, qui s'occupent de tout ce qui est social. Voilà, donc ça a été des choix, c'est-à-dire que l'État régalien, on ne s'en est pas vraiment occupé. Et c'est ce que je dis dans le livre, dans la justice, dans la défense, etc. Finalement, on n'a pas dépensé tellement. D'ailleurs, en pourcentage de PIB, on a baissé les dépenses de l'État régalien. Et de l'autre côté, dans les collectivités locales, dans tout ce qui est dépenses d'aide sociale, etc., là, on a explosé. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut un État régalien qui fait son travail, ne serait-ce que de sécurité, de justice, etc., et bien, à un moment, il faut aussi rééquilibrer et se poser la question de qu'est-ce qu'on veut collectivement comme État qui fonctionne. Et donc, vous proposez de réduire l'État à ses missions régaliennes, à savoir défense, police, justice, et vous faites une proposition plutôt iconoclaste, notamment dans l'éducation, qui est, après le gel des fonctionnaires, de ne plus embaucher de profs sous statut fonctionnaire. Oui,
Déjà, je propose une première chose, c'est de revoir les missions de l'État, des collectivités et de la sécurité sociale. Et que chacun sache ce qu'il a à faire. Dans l'éducation, eh bien, on a l'État qui embauche les professeurs, on a les communes qui s'occupent des écoles primaires, des écoles maternelles, on a les départements qui s'occupent des personnels techniques et des murs des collèges, on a les régions qui s'occupent des lycées et des personnels techniques, on a les 30 académies. Mais il y a un moment... vouloir en finir avec le statut de fonctionnaire pour les enseignants? Alors, pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'à un moment, il faut aussi savoir gérer l'éducation comme le font les autres pays au niveau local, au niveau des collectivités, et ensuite pouvoir embaucher de manière beaucoup plus souple que ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? En gros, les personnels régaliens, c'est-à-dire qui sont justement de police, justice, défense, diplomatie, une partie du budgétaire, sont restés, parfois, pas toujours, statutaires, avec un statut à vie, garanti à vie. Et de l'autre côté, ceux qui travaillent dans les collectivités, dans l'enseignement, ceux qui travaillent dans le social, etc., ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ont un contrat le même que ceux qui travaillent dans le secteur privé. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé partout ailleurs. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas réformé ce statut. Et ce statut, finalement, il fige la société française. Il fige dans la mesure où, d'un côté, on a la France publique, de l'autre, la France privée, qui ne se connaissent pas très bien, finalement. Le public qui, finalement, prend des décisions pour le privé et le privé qui est... Est-ce à dire que vous considérez, je vous fais accélérer un peu, est-ce à dire que vous considérez que la mission d'enseignement et d'éducation ne relève pas d'une des missions essentielles de l'État? Je considère que ce n'est pas une mission régalienne, absolument. Que c'est pas une mission régalienne, mais y compris pas une mission stratégique de l'État. Je crois que c'est une mission absolument essentielle. Et ça, c'est clair pour chacun d'entre nous, d'autant plus les parents, les élèves, les enseignants, bien sûr. Mais de là à dire que c'est une mission qui doit être centralisée, décidée au niveau de la rue de Grenelle, pour gérer 1 million d'agents de manière centrale, je pense que c'est une erreur. Et aujourd'hui, on est face à un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais dépensé autant d'argent dans l'éducation qu'à l'heure actuelle, jamais autant. Et pour autant, personne n'est content de notre système d'éducation. Et on l'a vu encore dernièrement, avec toutes les critiques qu'il y a eu sur, justement, comment on enseignait à l'école, le sens de la République. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on a un vrai enjeu. Et je pense que si on gérait comme le font les Suédois, comme le font les Allemands, comme le font les Britanniques, si on gérait au niveau le plus proche du citoyen, avec justement les communes qui seraient beaucoup plus impliquées dans la gestion, vraiment, pas juste gérer les murs et commander des pots de peinture pour... Oui, gérer les personnels. Voilà. Et alors, la question aussi, c'est la question de la responsabilité d'une politique publique. Que fait la France? Chaque politique publique, en gros, elle la saucissonne pour que chacun ait un petit morceau de pouvoir sur cette politique publique. Oui, vous voulez regrouper les compétences. Oui, mais ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le parent d'élève ou l'élève, quand il a besoin de discuter sur la qualité de son école, etc., qui est responsable en face de lui? C'est l'État? C'est le département? C'est la région? C'est la commune? Il n'y a pas de responsable. Alors, en vous lisant... L'idée aussi, c'est de redonner plus d'autonomie au chef d'établissement, qu'il ait une vraie équipe pédagogique autour de lui. Et donc, effectivement, donner plus de souplesse, revenir sur le statut, avoir des contrats de droit privé, qui sont des contrats en CDI ou en CDD, mais des contrats qui permettent aussi d'avoir une carrière mixte, avoir peut-être enseigné une partie de sa vie, ensuite peut-être monter une entreprise, revenir à l'enseignement. Voilà, avoir de la flexibilité, de la mobilité dans la société. Alors, en vous lisant, puisque vous proposez aussi d'en finir avec les 35 heures, de négocier au niveau de l'entreprise de 32 à 42 heures, un certain nombre de coupes dans l'État, je me disais, est-ce que vous avez écrit ce livre pour alimenter le débat, ce qui, a priori, est la mission de l'IFRAP, ou parce que vous croyez vraiment que c'est applicable en France et qu'il y aurait une majorité dans son pays pour voter un tel programme? Alors, ma conviction, en écrivant ce livre, c'est que je verrai dans les prochaines années, et nous verrons collectivement, mis en place ces réformes. Ces réformes seront mises en place.
Pourquoi? Parce que finalement, c'est le sens de l'histoire. Voilà. Donc, on verra une meilleure organisation des compétences, en tout cas, je le souhaite. On verra une évolution du statut. Vous êtes certaine qu'elles vont advenir, alors? Bien sûr. D'accord. J'en suis certaine parce que, si vous voulez, il n'y a pas d'autre solution que de rendre à l'entreprise la possibilité de négocier son temps de travail au niveau local. Et vous pensez réellement qu'une majorité de Français voterait un tel programme? Je pense dans un pays qui n'est pas de tradition libérale, c'est ça que je veux dire. Oui, mais après, il y a la vision de la France qu'on a quand on est élu, quand on est dans la haute fonction publique, etc. Et puis, il y a ce qu'est vraiment la France. Et aujourd'hui, si les Français sont déboussolés par rapport à leur vote, etc., c'est aussi qu'ils sentent bien qu'on ne fait pas les réformes de fond. Agnès Verdier-Molinier, merci. Merci à vous. Au revoir.